Alors nous savons à quel point il est difficile d'aborder le sujet de la vaccination qui visiblement semble être devenu une religion. Une évolution saine de la science et de la recherche n'est-elle pas de douter constamment et de se questionner? Pourtant, quand on ose remettre en question la légitimité d'une vaccination de masse, on se retrouve confronté à des détracteurs qui, bien souvent, par fainéantise intellectuelle ou manque de connaissances, ou encore par croyance, ne peuvent accepter l'idée même que l'on puisse douter de l'efficacité et de l'innocuité des vaccins. Nous essayons, tant bien que mal, d'alerter le public et les institutions sur les effets indésirables de ces injections expérimentales, non pas sous l'impulsion de nos croyances, mais à partir de remontées de données réelles en provenance notamment de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de la base de données européenne EudraVigilance. Pour l'Europe, on dénombre 954 000 effets secondaires post-vaccinaux de déclarés. Le dernier rapport de l'ANSM fait état pour la France de 90 236 effets indésirables, dont 25% de graves, soit 22 559 effets graves et de 1205 décès. Or, en temps normal, dès qu'on atteint 25 à 50 morts, la vaccination doit s'arrêter. Ce qui a été le cas, je vous le rappelle, pour la vaccination anti-H1N1 et la vaccination contre la grippe aviaire. Je rappelle également qu'il faut habituellement 10 ans pour s'assurer de l'innocuité d'un vaccin. Qu'attendent donc les autorités compétentes pour tout stopper? Il serait bon de leur rappeler que ces injections que l'on appelle vaccins sont encore en phase trop expérimentale et qu'elles n'ont obtenu qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et ne peuvent donc s'adresser qu'à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé. L'obligation porte donc atteinte au droit du respect de l'intégrité physique. Pourquoi donc vouloir continuer à injecter des produits expérimentaux dont on sait désormais qu'ils ne sont ni sûrs ni totalement efficaces? Tous les pays qui ont massivement vacciné se sont retrouvés avec des flambées épidémiques comme en Israël, en Grande-Bretagne ou sur l'île des Seychelles ou encore en Islande où 93% de personnes ont été vaccinées et dont la flambée épidémique ne peut être due aux 7% des non-vaccinés. Le professeur Parola de l'IHU de Marseille affirme que l'on peut être vacciné, porteur et contagieux. Le professeur Lascola, responsable de laboratoire NSB3 de l'IHU de Marseille, explique également sur des études faites que lorsqu'on compare les charges virales des vaccinés et non vaccinés, les vaccinés ont des charges virales plus élevées et que les équipes de l'IHU ne s'attendaient pas à ça. Donc, qu'on soit vacciné ou non vacciné, et quand on est infecté, on est aussi contaminant que les autres. Quand on est vacciné et infecté, le vaccin n'empêche pas la circulation du virus. Alors, puisque ces injections n'empêchent pas la contamination, quelle est la légitimité de l'obligation vaccinale pour 2,7 millions de personnes validées par un gouvernement qui explique que c'est pour éviter de contaminer les autres? Pourquoi cette obstination à vouloir vacciner les 12-17 ans et bientôt peut-être les 5-11 ans, alors même que l'on sait que les enfants ne sont que très peu touchés, voire pas, par cette épidémie et que ces injections n'empêchent pas la transmission? Quand on parle de la balance bénéfice-risque, ne fait-on pas prendre ici des risques démesurés à nos enfants pour leur santé au vu des nombreux effets secondaires déclarés et des décès? Cela n'a plus aucun sens d'un point de vue médical et scientifique. Combien de personnes vaccinées, blessées ou tuées par ces injections seraient décédées de la Covid-19? N'a-t-on pas sacrifié des vies inutilement sur le simple principe de précaution et d'analyse des bénéfices-risques dont la justification n'a plus rien de scientifique? Alors, ne sommes-nous pas en droit de nous demander si toutes les mesures restrictives appliquées sont bien d'ordre sanitaire ou d'ordre politique, économique, idéologique et financier? Il semblerait que l'on souhaite nous imposer, ainsi que dans beaucoup de pays du monde, un changement profond de nos sociétés,
de notre économie sous couvert de pandémie et peut-être prochainement sous couvert d'urgence climatique. Selon le magazine britannique The Economist, la France ne serait en effet plus une démocratie à part entière, mais une démocratie défaillante. La démocratie n'est visiblement plus compatible avec ce nouveau monde ultra-hygiéniste et du tout contrôle, où l'individu serait ramené à un homme-objet connecté devant justifier de son état de santé pour pouvoir vivre librement. La question que l'on devrait tous se poser, tout simplement, c'est si un gouvernement digne de ce nom voulait soi-disant notre bien-être. Comment se fait-il qu'il ait confiné toute une population saine? Cela ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, même durant les pires épidémies. Qu'il ait empêché les médecins de prescrire. Des dizaines de milliers de vies auraient pu être sauvées. Qu'il ait autorisé par décret, en mars et octobre 2020, les injections de Rivotril dans les EHPAD, dont la vente de boîtes a explosé en avril 2020 de plus de 227%. Qu'il ait autorisé l'utilisation du Remdesivir de Gilead, toxique, et dont on savait depuis 3 ans qu'il provoquait les mutations de virus. Qu'il nous mente et nous manipule et gouverne par agitation de la peur depuis le début de cette crise, et qu'il puisse continuer ces injections expérimentales qui n'ont qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, qui ne sont ni sûres ni totalement efficaces, et dont on manque de transparence quant au contrat passé entre l'Union européenne et les fabricants de ces vaccins. Michel Rivasi, députée européenne et membre d'Europe Écologie Les Verts, explique que le fait qu'il n'y ait pas de transparence sur ces contrats peut être assimilé à du détournement d'argent public. Elle veut avoir accès à ces contrats et demande plus de transparence. Elle dénonce également l'opacité des laboratoires sur ces injections qui, selon elle, font courir des risques à la population avec la complicité des agences et des États. Trop de pouvoir est attribué aux laboratoires pharmaceutiques. C'est eux qui fixent les prix et font ce qu'ils veulent. La recherche et développement des vaccins a été financée par de l'argent public. Elle explique que le coût de revient d'un vaccin est de l'ordre de 1 €, alors même qu'actuellement, les prix sont de l'ordre de 20 €. Les directeurs de labos et les actionnaires s'enrichissent et la sécurité sociale est fortement mise à mal. L'argent public devrait servir à renflouer les hôpitaux ou payer des infirmières et à traiter les gens. Moderna s'est vu payer des milliards d'euros pour l'achat des vaccins, qui sont partis dans un paradis fiscal, la Suisse, pour ne pas payer d'impôts. L'Europe se bat pourtant contre l'évasion fiscale et est complice de ça. Autre chose étrange qu'elle dénonce est le fait que l'Agence européenne des médicaments confirme ne pas connaître tous les ingrédients mis dans ces injections, dont 20% est tenu secret et que cela n'est pas normal. C'est donc pour toutes ces raisons que l'on devrait s'interroger avant même de prendre quelque décision que ce soit et courir à l'injection en tenant compte de toutes ces incohérences et mensonges d'État. Il ne s'agit donc pas de croyance, mais d'une remise en cause d'un État défaillant, irresponsable et criminel. Pour finir, soyons très vigilants quant à la suite des événements. En effet, la Polynésie française devient à partir du 23 octobre prochain un laboratoire géant qui va permettre de tester la soumission du peuple à une obligation vaccinale pour les personnes âgées de 18 ans et plus. La Polynésie française se met donc à hauteur de pays ou États dictatoriaux, tels que le Tadjikistan, le Turkménistan et le Vatican. D'autre part, le 31 août dernier, une proposition de loi a été enregistrée à la présidence du Sénat concernant la vaccination obligatoire universelle contre le SARS-CoV-2. Je tiens à souligner que pour l'Europe, ce projet global de vaccination ne date pas d'aujourd'hui. En effet, vous pourrez trouver sur le site de la Commission européenne 2 documents. Un document faisant état d'un agenda commun pour un passeport vaccinal qui date de septembre 2019 et un rapport détaillé suite à l'organisation d'un premier sommet mondial sur la vaccination qui a eu lieu à Bruxelles en date du 12 septembre 2019, date à laquelle on ne parlait pas encore de pandémie.